Ok, voilà, on est parti donc sur ce webinaire sur la thématique changement de vie, on va dire l'angle intérieur et personnel qui sont liés à cette grande thématique. Oui, on peut peut-être commencer par se présenter. Ouais, ça marche. Donc moi, je m'appelle Liv Danton-Lefebvre. Donc bon, pour situer, on est mariés femmes, voilà. Donc j'ai gardé mon nom de famille, mais j'ai pris celui de mon mari aussi pour pouvoir avoir le même nom que mes enfants. Donc moi, je m'appelle Liv. Moi, j'ai fait des études de psychologie et notamment de psychologie cognitive appliquée à la communication. Donc j'ai beaucoup travaillé sur la collaboration, notamment la collaboration à distance. Comment on fait pour communiquer à distance? Donc, bon, c'est des recherches qui me sont très utiles depuis quelques mois. Donc voilà, donc bah, moi je travaille plutôt en entreprise en fait, je suis consultante freelance et je travaille auprès des entreprises, notamment pour apporter l'innovation, mes côtés usage. Donc c'est étudier en fait les comportements des personnes pour améliorer les usages, pour notamment les logiciels. Donc comment on fait pour améliorer un progiciel, voilà, en étudiant un petit peu les usages, en allant voir les gens et en leur demandant ce qui serait adapté pour eux en tant qu'usage. Euh, voilà, puis ben, moi, mon background, c'est la psychologie. Donc là, cet été, j'ai écrit un livre qui s'appelle Ta nouvelle vie commence ici. Et donc, qui est un petit peu, enfin, toutes les questions qu'on se pose quand on souhaite changer de vie, parce que c'est pas simple entre l'envie et puis passer le pas. Ben, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de croyances limitantes. On n'a pas confiance en soi, on se dit j'y arriverai jamais, etc. Donc l'idée, c'est un peu de voir comment on peut dénouer un peu tout ça pour passer le cap. Et puis aussi, il y a aussi un autre aspect, enfin j'en parlerai, c'est vraiment, c'est quoi pour changer, enfin changer pourquoi en fait, à quoi on aspire. Et des fois, ça c'est assez flou Mm. quand on démarre aussi, c'est, voilà, on veut vivre à la campagne, mais en fait, qu'est-ce qu'on recherche dans cette vie? Mais Mm. voilà, j'en parlerai, je te laisse te Ouais, présenter, puis ça marche. on en parlera plus tard, Ouais. plus longuement. Ouais. Ouais, alors pour resituer, moi donc mon parcours d'études, il est dans le domaine du droit et de l'aménagement du territoire. J'ai travaillé pendant 3 ans dans le domaine de l'immobilier comme juriste. Plus précisément une association de défense des droits des locataires, hein, la Confédération Générale du Logement. En parallèle de ça, donc je tombe dans le grand bain de la permaculture en 2015. Ça m'a très vite passionné. Donc, suivre des formations, faire du woofing là-dedans, faire des chantiers participatifs, des formations spécialisées, voilà. Depuis fin 2015 jusqu'à c'était septembre 2020, j'ai co-présidé Permaculture 44, donc l'association des permaculteurs en Loire-Atlantique. Ce qui a été l'occasion de bien connaître le réseau local, pour le coup, de relayer beaucoup d'événements, d'animer beaucoup d'événements aussi pendant ces années-là. Donc sur toutes les thématiques englobées par la permaculture. J'ai fait de la permaculture mon métier, on va dire. Ça s'est fait progressivement, c'est quelque chose qui s'est clairement pas fait en claquement de doigts, mais c'est à partir de 2017 que tranquillement, petite étape par étape, j'ai développé ce métier en indépendant de formateur consultant en permaculture, dans lequel il y a plusieurs volets à l'activité. Donc il y a l'animation d'une chaîne YouTube, il y a l'animation de formation. Alors auparavant beaucoup en présentiel, ça a évidemment été beaucoup moins le cas depuis le début de la crise sanitaire. Au format webinaire, du conseil pour pour les porteurs de projets, et puis l'écriture et l'auto-édition de livres. Il y en a 3 à ce jour, qui portent donc sur le droit immobilier et le droit agricole. Parce que c'est vrai qu'une partie importante je dirais, de mon métier de formateur consultant aujourd'hui, c'est d'utiliser mes compétences juridiques, mais pour les porteurs de projets. Effectivement, les porteurs de projets qui viennent me voir, en général, c'est leur interrogation porte sur le droit agricole et ou le droit immobilier. Voilà. Euh, Enfin bon, après, disons que le volet juridique, c'est une partie de mes compétences et une partie de mon métier, mais après, il y a tout ce qui relève, dire, de la vulgarisation autour de l'éco-construction et puis des compétences techniques en termes de formation et de conception aussi au niveau des jardins. Euh,
Voilà, je pense que ça situe assez bien, Mmh. on va dire, le tableau général. Euh, Mais écoute, je Ouais, te moi laisse. j'ai Ouais. pris quelques notes. Ça nous semblait intéressant déjà pour introduire, ça nous semblait assez intéressant de faire ce webinaire ensemble parce que on se rend compte que bah, dans les projets que Joris accompagne, il y a aussi bah, au départ, bien sûr, au bout d'un moment, on sait davantage vers où on va, mais au départ, beaucoup d'hésitation et puis bah, on a Mm. envie de changer, puis bah, finalement, c'est grand, ça nous paraît énorme. Et puis comment on fait pour faire un petit pas après un petit pas. C'est comme ça qu'un projet se fait. Et finalement, c'est pas d'un coup de baguette magique, c'est on avance. Et comme tu le disais, c'est Quentin, c'est ça. Eh bien, en fait, on a besoin de prendre confiance en soi. Et donc, voilà, c'est finalement, il y a quelques paramètres, moi, Mm. que j'ai notés, que je Ouais. développe dans mon livre, mais que je voulais apporter ce soir. Tu Mm. voulais intervenir? Oui, c'est-à-dire que ouais, c'est vrai que dans mon métier jusque-là, ce que j'ai développé, c'est des choses très pratico-pratiques. Je sais pas, vous avez un projet agricole, quel statut social agricole prendre, vous avez envie de faire un potager, comment faire du compostage, enfin, voilà. Et je vais continuer certainement à le faire, mais c'est vrai que, on va dire que, voilà, pour avoir animé quand même un bon nombre de formations dans ce genre de choses très pratico-pratiques, ce qui m'a toujours frappé dans les discussions avec les participants, c'est que finalement leur interrogation allait bien au-delà de ces sujets-là. On arrivait sur des questionnements, alors soit des questionnements sociétaux, des questionnements philosophiques, des questionnements politiques, puis des questionnements qui relèvent de l'intime, en termes de quel mode de vie adapté pour moi, quel type de situation professionnelle, familiale, en termes d'habitat est adapté pour moi. Et c'est vrai que disons que ce volet de l'intériorité, c'est quelque chose que j'avais pas encore exploré explicitement, vraiment. C'est vrai que je tiens vraiment à maintenant, aujourd'hui, à aussi aborder ça. D'où ce Mm. webinaire. Ouais. Moi, j'ai noté une citation que j'aime bien de Victor Hugo qui dit: «Le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre». Et je crois quand on évolue, on a envie vraiment d'exister et pas juste de vivre et de subir sa vie, mais vraiment de se donner les moyens à un moment donné de dire: bah voilà, j'ai envie Mm. d'avoir une vie qui correspond à mes envies. Et voilà, il y a des gens qui se jettent pas à l'eau et il y a des gens qui ont le courage, parce que je pense que c'est un courage quand on a voilà, un job, etc., et qu'on se dit, ben, j'ai envie Mm. d'autre chose, mais que pour l'instant, on voit rien de concret, ça demande du courage. Ouais, bah, peut-être on peut évoquer, parce qu'on n'a pas évoqué dans notre présentation l'aspect changement de vie, du moins on l'a pas forcément explicité. Euh, donc, enfin, moi, il y a eu cette notion de, enfin, déjà, transition professionnelle, passer d'un job salarié à un job en tant qu'indépendant. Puis après, on a fait pris la décision, donc, acté ça en 2019, le fait d'acheter cette maison, puis de la rénover. Euh, Ouais, peut-être qu'on peut expliquer. ouais. D'ailleurs, en fait, en 2018, moi, j'avais quitté mon job en 2017. Et donc, j'étais au chômage. Enfin, je faisais des petits contrats, mais je n'étais pas encore vraiment lancée sur mon activité. Et Joris commençait à peine, donc on n'avait pas un rond. Moi, j'avais un peu d'argent de côté, mais franchement, pas grand-chose. Et puis on avait décidé de faire un bébé, puis voilà, il était en cours de progression, on va dire. Enfin, j'étais enceinte de ce bébé. Et puis, moi, j'avais une envie, bah, souvent comme l'ont les femmes enceintes, d'avoir un chez moi, d'avoir ma maison à moi, quoi. Et du coup, bah, Joris, lui, il était un peu, enfin, on se disait, bah non, mais on n'a pas un bon dossier pour acheter une maison. Puis finalement, en fait, c'est sur un groupe de permaculture. J'avais vu une maison à vendre qui correspondait à ce qu'on avait un peu d'argent de côté. Donc vraiment une maison qui était abordable pour nous. On pouvait clairement pas faire un prêt immobilier parce qu'on Mm. venait à peine de créer nos entreprises Ce qui deux nous mois a avant. été confirmé, hein, par un courtier d'ailleurs, Ouais, ouais, on à se l'époque. doutait, mais voilà. Et puis, bah, finalement, en fait, on n'a pas acheté cette maison, mais on a, par ce biais-là, trouvé une autre maison qui était vraiment, enfin, en gros, il y avait quatre murs, un toit.
Au départ, on se disait, bon, voilà, ça va le faire les travaux avec ce qu'on a. Puis finalement, on a pu faire un petit prêt quand même. Et au final, ben, voilà, on vit dans cette maison aujourd'hui. Et comme quoi, des fois, ben, faut pas s'arrêter un peu Mm. aux a priori de se dire, bah, on n'a pas le bon dossier, on va attendre. Des fois, il y a des opportunités comme ça dans la vie qui arrivent. On s'est fait aider aussi par une amie qui est architecte d'intérieur, qui a vraiment Mm. nous a aidé vraiment à optimiser tous les frais, tous les coûts, et puis à organiser les travaux. Donc voilà, faut aussi, enfin, c'est ce que j'ai mis dans mes notes, faut aussi des fois avoir confiance en la vie. En fait, je pense que quand on est vraiment aligné, et d'ailleurs c'est un peu c'était le titre ou le sous-titre du Oui, webinaire, être aligné avec ce qu'on veut. Bah, en fait, on arrive à convaincre des gens de nous aider. On arrive on trouve les ressources en fait aussi mm. il faut un petit peu compter là-dessus sur le facteur chance. Ouais, enfin, pour continuer là-dedans, c'est vrai que je pense qu'il y a toujours un dosage aussi entre l'aspect préparation, voilà, avoir préparé un budget, avoir préparé les aspects commerciaux, les aspects juridiques, ce qu'on veut, bref, par rapport à notre projet de vie en général. Et puis en même temps, il y a l'aspect saut dans le vide, hein. Mais même en préparant le mieux du monde, il y a toujours une marge de risque, il y a toujours une marge d'inconnu. Voilà, et puis c'est vrai que pour le coup, là, cette maison, c'était vraiment, il y avait clairement de ça, parce que c'est pas pour rien que c'était une maison qui n'arrivait pas à se vendre. Ça faisait 3 ans que c'était en vente, personne n'en voulait. Parce que c'était une maison, il fallait absolument tout refaire. Et ouais, de fait, personne jusque-là ne se projetait dans quelque chose comme ça. Mm. Fallait être un peu fou. Bah, c'est ça, je pense que vraiment, moi j'ai noté ça aussi pour ce soir, là. Chercher ses aspirations profondes. Je pense que déjà aussi quand on veut changer, des fois on se trompe un peu de cible. Enfin, par exemple, on se dit, je sais pas, je veux changer de métier, et puis finalement, en fait, en se disant, je veux changer de métier, en réfléchissant, alors j'ai une méthode qui marche bien, c'est la méthode des 5 pourquoi. En fait, vous vous dites, bah, pourquoi je veux changer de métier? Je veux changer de métier parce que, en fait, mon environnement, bah, me va pas bien, avec mes collègues, ça se passe pas bien. Enfin voilà, franchement, je sens que je suis pas à ma place. Ok, t'es pas à ta place. Donc pourquoi t'es pas à ta place? Alors, bah, c'est question d'ambiance. Bon, je dis n'importe quoi, hein. C'est une question d'ambiance. Voilà, j'aimerais bien une autre ambiance de travail où les gens soient plus solidaires, par exemple, etc. Ok, donc ce dont tu as besoin, c'est le fait de pouvoir compter sur les autres, d'être solidaire, de pouvoir avoir une équipe autour de toi. Bon, voilà, en fait, faire ça, les 5 pourquoi, donc 5 fois. Et finalement, on arrive vraiment au cœur du truc, c'est pourquoi tu veux changer de travail. Ben, finalement, au final, ça peut être, bah, est-ce qu'il suffirait pas de changer d'équipe ou de changer sa façon de faire son travail? Moi, il y a quelques mois, je me posais la question, est-ce que je vais changer d'activité professionnelle? Puis finalement, en réfléchissant, je me suis dit, bah, je vais le faire différemment. Bon, c'est vrai que je suis freelance, donc du coup, voilà, j'ai un peu les coups des franches pour décider de ce que je fais, mais je pense que même dans un boulot de salarié, on peut aussi, il y a des arrangements à trouver, il y a des marges de manœuvre en fait qu'on n'identifie pas toujours. Bah, j'ai gardé mon activité, mais je la fais différemment. J'avais besoin de me baser plus sur mes intuitions. Je trouvais que c'était trop rationnel ce que je faisais. Bah, finalement, en fait, maintenant, je fais un peu différemment et ça se passe Mm. aussi bien, voire mieux, parce que j'ai l'impression d'être dans un espèce de flow où finalement, bah, mes clients s'adaptent. Les clients qui viennent me voir s'adaptent un peu à l'état d'esprit dans lequel je le fais. Donc, bah, finalement, c'était pas changer d'activité professionnelle, c'était changer de manière de le faire. Et puis, je pense qu'il faut oser aussi. À un moment donné, bah, vous aurez toujours vos parents, vos collègues, votre cousin, n'importe qui va vous dire: «Non mais fais pas ça, c'est n'importe quoi, reste dans ton boulot» ou je sais pas, ou Ouais. «va pas vivre à la campagne»,
c'est plein de chasseurs et que enfin, j'en sais rien. Mais Ah, mais c'est finalement, une réalité. voilà, c'est une réalité aussi, mais bon, on n'est pas obligé d'aller boire des coups avec ses voisins chasseurs, bref. Mais finalement, quand on sait à quelle aspiration on veut répondre, à quel besoin profond Mm. on veut répondre, si on vit à la campagne, voilà, pourquoi on veut vivre à la campagne? Ben, peut-être Ouais, être plus proche de la nature, avoir son jardin, etc. ouais, puis, pour continuer le fil de la réflexion aussi, moi, ce que j'observe depuis les années que je suis dans les milieux dits alternatifs, c'est que bon, voilà, on a un certain nombre d'idéaux qui sont présents dans les réseaux, qui sont documentés. Exemple, par exemple, l'idéal d'avoir une micro-ferme maraîchère, qui en soi sont super. Hein, et heureusement qu'on a des sources d'inspiration, et heureusement qu'on a des reportages, et heureusement que c'est inspirant, et voilà, c'est très bien. Mais on va dire que ce qui est sans doute un peu problématique avec ça, ou du moins ce à quoi j'invite une prise aussi de recul, c'est que mettons, j'observe assez fréquemment ce genre de schéma de fonctionnement où, bon, on vit une situation qui est difficile pour nous, bon, quelle qu'elle soit. On voit un idéal, et puis hop, bah, on se projette dans cet idéal, dans ce projet de changement de vie qui est souvent assez radical. Euh, et, et voilà, il y a pas. Et on suppose que ce changement de vie, cet idéal là qu'on a posé, il va répondre à nos aspirations. Voilà, et qu'on vivra une vie pleinement épanouie dedans. Euh, Or, rarement, malheureusement, rarement il y a un travail d'introspection qui va de pair avec, pour se demander si cet idéal de vie nous correspond à nous réellement. Et enfin, pour donner un peu d'exemple. Voilà, si je reprends l'idéal de la micro-ferme maraîchère, bon, moi que c'était en 2015, justement, comme j'ai dit, je me plonge dans la permaculture à ce moment-là. Voilà, je suis allé faire 5 mois de woofing sur différentes fermes dans l'ouest de la France. C'était super enrichissant, mais une des choses que j'ai retenues, c'est que je n'allais pas je n'allais pas devenir maraîcher. Simplement parce que ça me correspond pas. Cultiver mon jardin, super, mais faire mon métier, la culture de légumes, non, ça me correspond pas. Moi, ce qui me correspond et ce qui me met en joie et ce qui me donne envie de bosser, malgré les difficultés, parce que de toute façon, il y a des difficultés dans tout métier, dans toute profession. C'est la vulgarisation d'informations, c'est la diffusion d'informations, c'est du conseil pour les porteurs de projets. C'est ça qui m'anime. Voilà, c'est pas planter des légumes. C'est aussi bête que ça. Et puis, voilà, autre exemple là, sur des connaissances, on va dire un autre idéal de vie aussi qui circule aussi dans les réseaux, c'est l'idéal d'être en maison autonome, en pleine campagne, mais vraiment dans de la campagne très reculée. Bon, en l'occurrence, voilà, c'est un couple qui a fait ce genre de projet-là, qui s'est allé vraiment fin fond de l'Ardèche, mener un projet d'habitat autonome. Bon, ça a duré quelques temps, mais finalement, c'est quelque chose qu'ils ont laissé tomber. Parce que beaucoup d'isolement, et en particulier, eux, les touchait particulièrement, c'était un très grand éloignement par rapport à leurs familles respectives. Ils étaient à plusieurs centaines de kilomètres, donc en clair, ils n'allaient jamais pouvoir les voir. Et ça, émotionnellement, et puis pour des aspects aussi pratiques, hein, comme garder les enfants, eh bien, c'est devenu extrêmement lourd, et donc finalement, ils sont redéménagés, alors, toujours en campagne, mais à proximité des parents de l'homme du couple, en Mayenne. Voilà. Voilà. Donc c'est parce que tout d'abord, dans ces idéaux-là, tous les aspects pratico-pratiques sont pas toujours bien décortiqués, bien envisagés, ce qui est normal, d'autant plus que c'est quelque chose, quand on c'est un idéal, qui est très éloigné de tout ce qu'on a connu jusque-là. Hein. En termes de mode de vie, en termes de territoire, en termes de culture. Donc, bon, je peux que conseiller à vous, non seulement à voir des choses inspirantes, et c'est très bien, mais c'est aussi à se frotter au réel. Bon, et puis ça, il y a plein de façons de le faire, hein, que ce soit les chantiers participatifs, les visites, des stages d'immersion, peu Oui, importe. mais je pense que là-dedans, il y a aussi cette notion, quand on a envie de changer, on a envie que ça se fasse tout de suite. On se dit,
ah, j'ai enfin trouvé voilà ce que je veux faire. Et finalement, c'est important de laisser aussi mûrir les choses et venir aussi laisser venir les opportunités à soi. Ça peut être une opportunité de formation, ça peut être aussi se dire, bah, justement, je fais un test, voilà, on veut devenir maraîcher, bah, je fais un test d'un mois en weefing dans de bonnes conditions, l'été, etc. Puis je verrai bien déjà si, et justement, tu as parlé de joie. Je pense que c'est important de Mm. voir est-ce que ça nous amène de la joie finalement. Est-ce que c'est parfois aussi on a envie de d'autre chose parce que c'est une fuite, parce qu'on en a ras-le-bol. Je sais pas, on est commercial à la défense, on en a ras-le-bol de cette vie-là. Et du coup, on s'imagine, bah, d'ailleurs, j'ai un copain, c'était le cas, il s'imaginait maraîcher, puis bah, finalement, il a fait les études, et il s'est rendu compte, bah, 45 ans, c'était pas Ah, évident, il avait mal au dos. physiquement, ça allait être très très compliqué comme Voilà, step. parce que lui, il était cadre à la défense, donc il n'avait pas l'habitude de faire travailler son corps aussi intensément. Et que c'est quand même effectivement un Bah, c'est boulot physique, hein. physique, hein, il faut pas se le cacher. Donc bah, finalement, il est parti sur autre chose. Mais en fait, il a quand même perdu 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Enfin, perdu, c'est pas perdu, Je mais dirais pas que c'est perdu, mais enfin, au final, il a créé un camping, ouais, il est gérant de camping maintenant. Donc voilà, il a réussi à passer, à changer de vie. Mais voilà, je pense que faire mûrir les choses, y aller petit à petit, c'est ce qui permet vraiment aussi de voir est-ce que c'est ça qui nous correspond. Se confronter un petit peu au réel, ça peut être aussi rencontrer des gens ou il y a plein de podcasts aussi sur différents métiers, voilà, puis Mm. s'orienter aussi par rapport à la joie que ça nous procure. Est-ce que quand on regarde voilà, un reportage sur des gens qui vivent en autonomie ou en éco-village, est-ce que c'est vraiment quelque chose où on se dit ah, c'est génial, j'aimerais bien être à leur place, voilà, ou est-ce que c'est finalement un artefact et puis il y a autre chose pour vous derrière. Voilà. Ouais, après, c'est vrai que je dirais, enfin, je parlais du maraîchage. Alors en été, c'est bien. Si vous voulez vraiment connaître la réalité du métier, c'est aussi y aller pour un mois de woofing au mois de mars, où il fait froid, où il pleut, et voir si ça nous convient aussi. Mm. C'est-à-dire, en fait, c'est quand on voit des reportages, etc., voilà, des éléments sur des projets inspirants, et je parle vraiment en connaissance de cause pour avoir même moi-même fait des reportages dans ce genre de projet. Euh, En tant que réalisateur, en tant que personne qui font ce type de contenu, il y a toujours une tension. Il y a toujours une tension d'un côté. On veut être dans quelque chose d'inspirant, on veut montrer quelque chose de possible, on veut montrer voilà, que c'est quelque chose qui en vaut la peine, etc. Et en même temps, on est aussi tiraillé par montrer, être aussi honnête sur les difficultés, les complexités qui sont propres à un projet, les échecs qu'il a pu connaître, etc. C'est le dosage entre les deux. C'est franchement pas évident. Il y a toujours un tiraillement entre ces deux choses-là, je dirais. Et on est assez facilement poussé, et ce, en étant plein de bonne volonté, hein, à supprimer ou du moins à gommer très largement les aspérités, les difficultés qui sont propres à un projet alternatif. Mm. Est-ce Donc, qu'on laisse un peu la parole ouais. tu vois, par exemple, il y a Colette qui nous dit et que ce soit radical aussi parfois, je perçois parfois ce changement de vie comme un projet global. Or, c'est prendre un risque effectivement de tout lâcher. Oui, c'est vrai que Ouais. peut-être que tu veux intervenir, Colette, là-dessus. Je te laisse prendre la parole si tu le souhaites. Peut-être, enfin, moi, la citation auquel ça me fait penser, c'était une citation dans un documentaire Vivre autrement. Une des personnes qui va à la découverte de plusieurs personnes qui vont qui vivent en habitat alternatif, et il y a cette citation que j'adore d'une des personnes qui est on a toujours tous crainte de se jeter dans le vide, mais en fait le vide il est plein. Je trouve ça génial. C'est parce que ça parle du fait qu'effectivement à un moment donné, de toute façon, changer de vie, il y a une perte de contrôle. Mm. Ça c'est Il y a inévitable. une prise de risque. Après, est-ce que le risque, il est vraiment bah, je vais peut-être raconter une anecdote.
moi, en 2017, en fait, j'étais dans un boulot, puis ça se passait vraiment pas bien. J'aimais ce que je faisais, mais l'ambiance était vraiment pas terrible. Et du coup, bah, j'ai quitté mon emploi. Et avant ça, je me disais, bah, je vais retrouver un autre emploi, puis je vais le quitter. Puis j'avais pas la motivation, j'avais pas l'élan. En fait, ça m'avait, je sais pas, frustrée. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait que j'avais pas envie de tout de suite rebondir sur un autre job. Et donc, je savais pas du tout vers quoi j'allais en fait. C'était l'inconnu pour moi, mais il fallait que je sorte de ça parce que ça devenait toxique en fait. Et donc, enfin, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et puis, le premier jour, donc je suis partie le vendredi. Et le lundi, j'ai une ancienne collègue qui m'appelle, qui me dit Liv, est-ce que tu connais quelqu'un qui a tes compétences, qui pourrait bosser avec nous? Je dis, bah, moi. Et donc, juste, bah, voilà, le lendemain, en fait, de ma perte de poste, j'avais une opportunité. Et finalement, cette opportunité, elle m'a mis le pied à l'étrier pour devenir freelance. Et 4 ans plus tard, ben, c'est toujours le cas. Donc, bon, effectivement, on peut se dire que ça se passe pas toujours comme ça, mais en fait, comment dire, on n'anticipe pas toujours notre capacité d'adaptation. L'humain est très adaptable à différentes situations. Donc, on va trouver les moyens, en fait. On ne Mm. sait pas encore lesquels. Et notre esprit a peur parce qu'on se dit, bah, on ne sait pas à quelle corde on va se raccrocher. Mais il y a des cordes, on va trouver les ressources. Et je pense qu'à un moment donné, s'il y a un désir profond, si ce vers quoi on va nous apporte de la joie, même si on n'arrive pas à l'objectif en soi, parce que pour plein de raisons, eh bien, ce Mm. sera une Mm. aventure et Mm. on aura vécu quelque chose qui va nous faire grandir et qui, de toute façon, va retrouver quelque chose. Si on quitte un job et que, voilà, 1 an, 2 ans après, on n'a toujours pas de situation, on peut toujours retrouver un job. Voilà, enfin, Mm. finalement, on se fait souvent une montagne des risques qu'on prend, mais Oui, ben on bon. peut pas anticiper aussi les possibilités qui vont s'offrir à nous, en fait. Euh, enfin, un autre élément que je voulais avancer aussi dans ce webinaire, c'est que en tant qu'être humain, nous sommes des êtres hyper sociaux. Ce que nous faisons concrètement, c'est très largement conditionné par ce qui est validé par notre entourage. Ça, je vais dire, c'est très largement abondé dans la psychologie sociale, dans le domaine de la sociologie. Euh, et je pense que ça peut jouer dans les deux sens, c'est-à-dire que ça peut jouer dans le mauvais sens. Notre milieu proche, alors après, c'est dans les situations de chacun, le milieu professionnel, la famille, les amis, bref. En tout cas, les gens qui comptent pour nous et qui nous influencent concrètement, c'est vrai que ça peut beaucoup nous freiner. On peut vivre la pression sociale de façon très négative, parce que les uns, quand ils écoutent notre projet, même dans ses prémices, ils peuvent exprimer leurs propres projets, leurs propres craintes, leurs propres peurs projetées, leur propre représentation négative sur ce qu'on souhaite. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs, et malheureusement, hein. Moi, quand j'étais donc dans l'animation des événements sur Permaculture 40K, donc grosso modo, on faisait des événements divers et variés, permapéro, conférences, etc. En tout cas, sur des thématiques liées aux alternatives. Et ce qui revenait sans cesse, alors ça, ce qui était garanti à tous les événements, et Dieu sait si on a eu des centaines et des centaines de personnes qui sont passées par nos événements au fur et à mesure des années, c'est ah, il y a d'autres personnes comme moi. Ah, oui, enfin. Parce que moi, dans ma famille, dans mon boulot, même dans mon couple, bah, franchement, j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Voilà. Et c'est Oui, malheureusement c'est souvent en le ça cas. que tu dis que ça peut être positif aussi. L'environnement social peut aussi soutenir nos projets, c'est ça? Alors, là, effectivement, à l'inverse, c'est peut soutenir les projets, mais que faire quand c'est pas le cas? Parce que malheureusement, enfin, c'est malheureusement pas souvent le cas. Je veux dire, j'ai énormément de retours de gens qui, du coup, ils ressentent pas assez de soutien, voire Mhm. c'est carrément le négatif. Ils ressentent clairement le fait que leur entourage les sape dans leur projet. Enfin, donc, je pense qu'il y a aussi la notion donc de comment est-ce qu'on peut avoir une pression sociale mais positive, qui aille dans notre sens. Et je pense que pouvoir créer des cercles d'échange à un niveau très micro local,
peut être très aidant. Et ça peut être des choses vraiment pas très compliquées. Je veux dire, il n'y a pas Mm. besoin de se mettre dans l'idée de faire une fédération ou à faire un projet à l'échelle du département. Enfin, Mm. ça peut être beaucoup plus tranquille. Ouais. C'est Ne juste à serait-ce faire. que, voilà, moi j'ai un collègue par exemple qui est freelance aussi, avec bah, des fois de temps en temps, toutes les 2, 3 semaines, on se fait une petite réunion d'une demi-heure, 3 quarts d'heure, et puis on parle de nos actualités, puis bah, finalement on s'entraide aussi sur des difficultés qu'on peut rencontrer, ou on se donne des pistes de clients, voilà, enfin, ça peut être des choses assez simples, comme tu le dis. Hmm. Mais je pense, ouais, avoir du soutien, Ouais, c'est hyper c'est important, quoi. fondamental. Puis, Mm. enfin, ça peut juste être, on fait un apéro une fois par mois, le vendredi soir, et puis on parle permaculture alternative, et puis viendra qui viendra. Voilà, c'est des trucs tout bête. Mm. Ou se faire des vacances, tu te Ouais. souviens, les Pères Manuel, Ah bah, on est allé au Père Manuel, donc c'est le festival. le moment festival, enfin, c'est le festival des permaculteurs à l'échelle de la France, une fois par an, Mm. au mois d'août. Voilà, et bah voilà, c'est quoi? C'est 4 jours, 4 jours, Ça ouais. varie selon les 4 jours. éditions, mais oui, là, Oui, c'est c'est 3 du jours. jeudi au dimanche. Et nous, ça nous a fait tellement de bien dans ce contexte, voilà, que vous connaissez, d'avoir cette bouffée d'oxygène, de rencontrer des gens bah, qui sont sur les mêmes vibrations, voilà, et puis de pouvoir échanger avec ces gens-là, de pouvoir Hmm. partager des choses. Ces 4 jours-là, ils nous ont fait un bien fou, et Ouais, pendant plusieurs mois, voilà, on a été nourris ouais. par ça, et je pense que c'est hyper important, le soutien social, effectivement. Hmm. Ouais. Mm. Et ben, c'est vrai que souvent une appréhension que j'entends aussi, c'est j'ai peur d'aller dans un nouveau territoire sur les projets de changement d'habitat. Hein. J'ai peur d'aller dans un nouveau territoire parce que je vais connaître personne, parce que je vais peut-être avoir zéro personne sont dans la même optique que moi, la même. Euh, En fait, je pense que dans beaucoup de territoires, on a des personnes qui veulent être en transition, qui sont en transition, alors évidemment chacun à leur mesure, mais bah, qui sont chacun dans leur coin, qui se connaissent pas les uns des autres, il n'y a pas de réseau en place. Par exemple, des réseaux liés à la permaculture, bah, il n'y en a pas dans tous les territoires, loin s'en faut. On a quelques territoires où ça existe, comme dans les Tarn avec Perma 80, là, Mm. qui organisait les permanuels, Permaculture 85 dans la Vendée, par exemple, mais enfin, tout de même, on a loin d'avoir des réseaux locaux qui couvrent toute la France. Donc, c'est pour dire que des gens qui sont en transition à quelques stades que ce soit, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on en a à peu près partout, mais que c'est pas visible. Et donc, ne serait-ce que faire la démarche de je propose un apéro, comme je disais, une fois par mois, et on pose un cadre comme ça qui est assez général, pas prise de tête, et on pose un cadre convivial, et on essaie de communiquer par nos réseaux en présentiel ou poser une annonce à la boulangerie du coin, au commerce du coin, sur les réseaux sociaux aussi. Des trucs tout bêtes, il n'y a pas besoin d'être un grand communicant. Je pense que ça peut largement suffire pour au moins se retrouver avec quelques-uns, puis amorcer une dynamique. Et puis, voilà, au moins une dynamique d'échange. Et rien que ça, Mm. c'est vachement ressourçant, quoi. Ça fait beaucoup de bien, quoi. Mm. Après, ça peut déboucher vers des choses un peu plus concrètes, mener des projets ensemble, des coups de main, mais je pense que rien que le lien social, déjà, rien que ça, rien que pour ça, ça en vaut largement la peine. Mm. Est-ce que tu voulais. Non, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent peut-être intervenir? Non, c'est un peu timide. Mm. Euh, Bah je sais pas vas-y, ce qui passe. vas-y. Ouais. Euh, Ouais, je pense que un autre élément que je voulais aborder, c'était la question du temps. Parce que je pense qu'on est hyper conditionné dans notre société au court-termisme. Voilà. Il faut que les choses se fassent tout de suite, maintenant. Ok. Et donc, ben, quand on parle changement de vie, ben, on transpose ça, fatalement, aux histoires de changement de vie. Et donc, changer d'habitat, changer de métier, etc., un peu du jour au lendemain. Euh, Bon, je pense qu'il y a des personnes pour qui ça va aller, ça va le faire, ça, mais je pense que pour l'immense majorité des gens, ça, c'est pas ce qui est le plus adapté pour des Mm. quantités de raisons.
financière, familiale, professionnelle, psychologique, etc. C'est pas du tout la démarche la plus épanouissante. Je pense que la notion de donner, amener des phases, en fait, c'est phaser son projet de vie. C'est un truc fondamental. Enfin, quand on parle du design en permaculture, un aspect design qui est assez méconnu, mais c'est cette notion du temps aussi, quoi. C'est quelles étapes on se donne. Et il y aura peut-être des grandes étapes, des grands objectifs, mais c'est tout aussi important de penser les petites étapes, les petits objectifs. Enfin, pas opposer les deux. Penser ces deux choses-là. Et ça va de pair avec la notion aussi d'un certain tuilage, c'est-à-dire, je suis pas obligé de faire une bascule du jour au lendemain, par exemple, de métier. On peut avoir, enfin moi c'était mon expérience, c'est garder peut-être mon métier salarié actuel, et puis en même temps, je crée une structure comme une micro-entreprise qui me permet d'avoir un statut, d'avoir un cadre qui me permet de développer mon activité en tant qu'indépendant, mais c'est en même temps. Et du coup, enfin, ça me permet de trouver une marque, de pouvoir commencer à me faire connaître, de pouvoir commencer à me créer un public, mais sans avoir la pression de tout de suite que ça ramène du bénéfice et que je puisse me dégager un salaire. Parce que par ailleurs, j'ai mon job en tant que salarié. Et on peut transposer cette notion de tuilage, je pense, dans beaucoup de situations. Oui, Euh, bah, c'est vrai que pour peut-être donner mon point de vue là-dessus, euh, en fait, quand on a un gros projet à faire, il faut vraiment le découper, même limite semaine par semaine, en se disant qu'est-ce que je vais faire cette semaine comme petit pas pour aller vers mon projet. Et le projet, bien sûr, moi je conseille aussi régulièrement, tous les 2-3 mois, de se poser la question, est-ce que je vais bien vers ce vers quoi j'ai envie d'aller? Mais sinon de découper le projet parce que souvent on a plein d'ambitions puis on se perd un peu sous les ouais. contraintes en fait, on se met trop de pression. Comme tu dis, je pense que le temps aussi on a besoin pour digérer les choses, pour s'adapter, Mm. d'avoir un temps qui est long. Alors on a envie, on aspire, etc. Mais Mm. il faut aussi ouais, découper les choses en petits pas en fait et prendre des nouvelles habitudes petit à petit. Et puis en essayant, bah voilà aussi, je préconise aussi d'avoir des moments de repos aussi. On arrête de se mettre la pression. Ok, on a un objectif, on veut tendre vers cet objectif, ça nous demande des efforts, etc. Mais aussi des moments de respiration où, voilà, pour prendre du recul, c'est important aussi quand on change de vie, d'être sûr qu'on est dans la bonne direction. C'est, Mm. c'est là où on perdra le moins de temps finalement si on va pas trop vite et si par contre on est sûr voilà, d'aller au bon endroit finalement. Mm. Et une des choses qui m'a vraiment frappé, moi, quand j'ai découvert la permaculture, c'est cette pensée du temps long. Euh, C'est-à-dire, penser des projets, peut-être, la phase finale qu'on envisage, c'est pas l'année prochaine. C'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans, c'est dans 30 ans, quoi. Voire plus. Ça dépasse l'échelle d'une génération. Cette capacité à nous projeter dans le temps long, je pense que c'est un des aspects qui fait cruellement défaut dans notre société, quoi. On est hyper la tête dans le guidon, H24. Euh, et je pense que ça permet, cette prise de recul-là, déjà, ça nous prend beaucoup moins de pression. Enfin, je pense qu'elle est beaucoup plus saine pour envisager l'avenir, en fait, pour vraiment élargir le champ des possibles et envisager l'avenir de façon plus sereine, quoi. Je pense qu'à la fois, on surestime très largement ce qu'on peut faire sur une année, mais en même temps, dans le même temps, on sous-estime largement ce qu'on peut faire en 10 ans. Souvent, les porteurs de projets que je rencontre, ils veulent faire beaucoup de choses. Là, par exemple, ils veulent avoir des enfants, plus autoconstruire leur habitat, plus lancer une activité agricole professionnelle, plus quitter en plus leur cadre actuel. Enfin, euh, voilà. Parce qu'il y a l'enthousiasme, parce qu'il y a l'envie, etc. Mais c'est pas penser le phasage, pas penser le temps long. Malheureusement, c'est souvent se mettre dans des situations où ça va créer un stress énorme, une prise de risque énorme. Et, enfin, la transition ne va pas se passer dans la bonne humeur et la détente, quoi, en clair. Et c'est dommage, du coup, et ça arrive même les gens à ce que se retrouvent dans des impasses qui sont difficiles à vivre.
Un aspect, par exemple, qui, moi, j'entends quand même assez régulièrement dans le milieu de l'éco-construction, c'est le taux hallucinant de divorce chez les autoconstructeurs. Mais hallucinant. Bon, j'ai pas un chiffre exact, il n'y a pas de chiffre officiel, mais c'est énorme le nombre d'histoires qu'on peut entendre de gens qui mènent un projet d'autorénovation, d'autoconstruction, et qui divorcent dans le chantier. C'est-à-dire, il y en a des quantités. Mais pourquoi? Ben, ça s'explique assez facilement, en fait, parce que c'est un projet qui prend, enfin, pas des mois, ça prend des années souvent. Ça met un stress en termes de temps de travail, de charge de travail, de fatigue, d'espace mental pris qui est considérable. Le couple, il en pâtit, ils n'ont plus le temps les uns pour l'un pour l'autre, ils n'ont pas le temps de se ressourcer, ils n'ont pas le temps de se reposer. Ah, et à un moment donné, ça lâche. C'est Et dommage. quand on regarde la nature, il y a des cycles, il y a l'automne, l'hiver, ensuite le printemps, ensuite l'été. On voit bien qu'il y a des moments de respiration, il y a le jour, la nuit aussi, il y a différents objectifs. Le jour, c'est fait pour faire des choses, pour être actif, et puis la nuit pour se reposer. Je pense qu'il y a vraiment aussi ce temps, ces cycles à appliquer à soi. Alors bien sûr, je ne dis pas de rien faire pendant toute la période de l'hiver, mais c'est peut-être une période justement où on peut réfléchir à ce qu'on veut faire, se projeter, prendre le temps de réfléchir. Et puis ensuite, au printemps, on commence à poser des briques. L'été, on vraiment Mm. construit des choses. Et puis après, bah, on revient à l'automne où finalement, bah, voilà, on se repose un peu plus, on se remet à réfléchir à notre projet. Est-ce que c'est toujours le projet qu'on veut? Est-ce qu'on peut pas l'adapter différemment? C'est vrai que aussi, se mettre Mm. moins de pression. Enfin, je pense qu'il y a un temps pour tout, en fait. C'est ça le truc. Et puis, conserver son énergie aussi. Se vitaliser, c'est quelque chose qui est important aussi. Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie? Parce que finalement, l'énergie, c'est pas un stock d'énergie comme dans un jeu vidéo où on aurait un stock d'énergie, puis bah, quand il n'y en a plus, il faut se reposer. Mais je pense que quand on fait des choses qui nous nourrissent aussi, on a beaucoup plus d'énergie en fait. Donc, bah, c'est aussi comment on utilise cette énergie. C'est ça Mm. qui est un peu compliqué aussi. Si vous gardez un job qui est frustrant, un job alimentaire, voilà, à temps partiel, mais que ça vous pompe toute votre énergie, que finalement, bah, vous avez pas, vous en avez plus pour réaliser vos projets qui, eux, vont vous donner de l'énergie. Bah voilà, comment faire pour Mm. s'adapter à ça. Enfin, il y a aussi cette idée de gérer Mm. son énergie. Il n'y a pas que le temps, il y a aussi ça. Ouais, qu'est-ce qui nous ressource, effectivement qu'est-ce qui nous permet de prendre du recul, qu'est-ce qui nous permet de prendre de la pause, qu'est-ce qui nous permet de nous ressourcer, effectivement. Après, un autre élément que je voudrais ajouter sur la notion aussi de tout vouloir faire tout de suite. Alors, il y a l'envie, il y a l'aspiration, ça c'est une chose. Il y a aussi le sentiment d'urgence. Et ça, je le vois aussi beaucoup. Euh, Enfin, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les urgences sociétales et environnementales actuelles, hein. Je pense que, enfin, vous en avez une certaine idée. Mais du coup, on a comme ça, c'est cet arrière-fond finalement d'urgence climatique, d'urgence sociale, etc., qui est très lourd et qui peut nous amener aussi assez fréquemment à vouloir que ça se passe tout de suite, aussi pour nous prévenir, nous prémunir nous-mêmes à notre échelle familiale, voire une échelle plus importante, contre tout un ensemble de risques que l'on perçoit. Euh, et je pense qu'autant avoir conscience de ça et s'être informé sur ces choses-là, c'est important. Euh, mais dans le même temps, et c'est pas évident, hein, je l'accorde, hein, mais en même temps, avoir une capacité de prise de recul par rapport à ça et pas se laisser happer par le sentiment d'urgence, ça me semble aussi fondamental. Enfin, pour ça, il y a toute une palette de possibilités. Je veux dire, on a tout ce qui va être l'exploration, la compréhension de nos besoins, nos sentiments, nos émotions qui sont abordés dans la communication non violente, qui est, je veux dire, une piste qui est, je trouve, très intéressante. Il y a aussi tout le champ, et c'est encore plus directement lié aux questions d'urgence environnementale et sociétale. C'est tous les outils qu'on voit dans le domaine de l'éco-psychologie. Alors, le domaine de l'éco-psychologie qui malheureusement est assez peu connu encore en France, même si ça commence à arriver, c'est quand même relativement méconnu, qui a émergé dans les pays anglo-saxons depuis les années 70. Et donc, courant de l'éco-psychologie où
Alors, il y a à la fois un champ d'étude et de compréhension déjà des mécanismes psychologiques, de notre relation à la nature, bon. Mais il y a aussi tout un ensemble d'outils thérapeutiques qui permettent déjà ne serait-ce que de pouvoir exprimer les émotions, les sentiments qui nous traversent par rapport aux urgences, d'avoir un espace où les exprimer, parce qu'aujourd'hui, en général, on n'a pas d'espace pour ça. C'est pas au boulot qu'on risque d'exprimer ça, c'est malheureusement souvent dans notre cadre familial, il n'y a pas l'espace pour s'exprimer là-dessus. Et donc on se retrouve avec toute cette charge, toute cette angoisse, toutes ces préoccupations qui sont là, mais on n'a nulle part pour les exprimer. Et c'est terrible, quoi. Donc, et bon, bref, ces outils, ils proposent donc des méthodes à la fois pour les exprimer, pour les dépasser, pour aussi, mais pour pouvoir passer à autre chose. Mais fondamentalement, je pense pas qu'on puisse dépasser ça et en faire quelque chose de positif si déjà on n'est pas passé par une phase cathartique euh, où on a pu poser ça. Oui, c'est un peu d'où vient, c'est en lien avec l'énergie, c'est d'où vient finalement l'origine, en fait, quelle est l'origine de votre envie ou de votre besoin de changer. Alors, peut-être que c'est ça, on peut reposer ça aussi. Quand on veut changer, bah, il y a soit une crise, voilà, bah, soit une crise liée à ce qui se passe dans la société, comme on peut le vivre, et puis finalement, bah, on se rend compte que ce qu'on vit n'est plus supportable parce que ça crée des conditions qui sont plus vivables. Ça peut être un malaise aussi, un malaise qui peut être grandissant, qui peut venir vraiment de l'intérieur et se dire à un moment donné, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé dans plusieurs jobs de me dire, mais qu'est-ce que je fous là, enfin, à quoi j'utilise mon temps, enfin, c'est pas possible, quoi. C'est comme un espèce de malaise qui monte, qui monte, qui monte, et puis à un moment donné, on peut plus, quoi. Et puis, bah, sinon, ça peut être aussi un appel d'autre chose, un appel de vivre autre chose dans un autre environnement. Et c'est identifier, je pense, c'est important d'identifier d'où vient votre envie, votre besoin de changement. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'envie de vivre autre chose? Et je pense que quand c'est de la peur ou quand c'est de l'angoisse, voilà, de l'éco-anxiété ou des choses comme ça, c'est important de l'écouter et de pas créer à partir de ça en fait. Parce que vous allez créer quelque chose qui est finalement un pansement sur votre angoisse. Et l'angoisse, si elle est là, c'est qu'elle nécessite d'être entendue et que derrière cette angoisse, si vous allez chercher derrière cette angoisse, c'est là où vous aurez votre envie, votre motivation, qui là va vous donner toute l'énergie pour pouvoir passer le pas, tout le courage dont vous avez besoin aussi pour faire ce pas-là. Mais agir d'une angoisse, agir d'une peur, enfin, c'est prendre le risque voilà, d'aller vers un échec parce que finalement, c'est pas le bon moteur, quoi. Et puis moi déjà d'une part, c'est vrai que j'ai pu rencontrer des gens qui vivaient vraiment une urgence très forte intérieurement. Alors, enfin, notamment des gens qui sont beaucoup immergés dans la collapsologie, domaine de la collapsologie qui, en tant que tel, est très pertinent, hein, c'est pas la problématique, mais qui n'avaient justement enfin, jamais pris l'espace, pris le temps, eu l'opportunité déjà de pouvoir exprimer ça, de pouvoir même dépasser toute l'angoisse qu'ils ressentaient, et du coup ils se mettaient dans des situations mais d'urgence absolue, vitale, sur le fait en général c'est d'aller au fin fond de la campagne, complètement couper des réseaux. Ouais, mais enfin, et après moi j'entends aussi dans les réseaux des retours d'expérience de gens qui font ça et puis qui se trouvent extrêmement isolés, auxquels ça convient pas du tout et qui savent plus comment rebondir après. Enfin, c'est vraiment dommage. Euh, euh, ouais, je sais pas. C'est, enfin voilà, c'est vrai que j'entends que c'est pas évident de trouver l'équilibre entre cette notion de prise du temps long et en même temps d'avoir conscience d'un ensemble d'urgence sociétale, mais je trouve
Mais il n'empêche, je suis convaincu que c'est dans le chemin entre ces deux choses-là qu'on va arriver à avoir un avenir qui est véritablement désirable. Mm. Parce que, enfin, l'objectif de la vie, ce n'est pas de la survie. C'est comment est-ce qu'on va pleinement vivre. Enfin, enfin, c'est quelque chose, quelque part, un peu absurde. Enfin, c'est pour moi aussi absurde de vivre une vie, on va dire, dans un mode de vie conventionnel, dans lequel on est complètement enfermé, on se sent complètement étouffé par l'ensemble des normes sociales dominantes, que l'extrême inverse, où on va aller dans une radicalité absolue, mais qu'on qu'on s'impose à soi-même par de la peur et Mm. parce que parce que se sont contraints par un sentiment d'urgence. Ouais. Oui, je pense qu'il y a cette notion qui est aussi de s'apporter de la douceur, en fait. Mm. C'est pas parce que on ressent voilà une angoisse par rapport à ce qui se passe d'un point de vue climatique ou sociétal et qu'on sent une urgence que finalement on se la remet sur soi en fait. Enfin, je pense que à un moment donné, il faut bien sûr, on vit dans une société violente en fait. Ça, je pense que enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec nous, mais moi, en tout cas, je fais le constat qu'on vit dans une société violente où les relations entre les gens sont violentes. Bref, ce qui est important, c'est soit s'apporter de la douceur aussi, de savoir voilà, se respecter, respecter justement ce temps long. Ce temps long qui finalement ne l'est pas forcément tant que ça, puisque déjà en 2 ans, on peut changer radicalement de vie, mais on le fait voilà pas du jour au lendemain, on le fait étape par étape. Donc, donc voilà, il y a, je pense, cette douceur à s'apporter Mm. aussi. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a, enfin, souvent sur les projets de vie, on est sur des interrogations très pratico-pratiques, quoi. C'est important. Mais c'est l'interrogation sur la temporalité et nos aspirations profondes souvent passent à la trappe. Parce qu'on vit, parce que mais c'est normal de toute façon, c'est notre culture. On a grandi là-dedans, on est immergé là-dedans, on est dans une culture du pratico-pratique, du tout, voilà. Ouais, tout est vers l'extérieur. Si on sent un inconfort, il faut faire quelque chose à l'extérieur Voilà. pour résoudre cet inconfort. Alors que finalement, déjà, c'est se poser, c'est ce qu'apportent aussi les philosophies, les pensées orientales, notamment un petit peu anciennes. C'est que finalement, il y a aussi beaucoup de changements qui viennent de l'intérieur et qui se pensent de l'intérieur avant de rayonner sur Mm, l'extérieur. Et voilà, c'est pas forcément quitter son job et s'acheter une maison à la campagne. C'est aussi se dire bah, comment je vais faire pour mieux me respecter au quotidien, de quoi j'ai besoin. Enfin, il y a tout aussi ce pas-là, je pense, ce changement de regard à mm, avoir en fait. mm, mm. Euh, Enfin, de mon point de vue, hein, bien sûr. Hein, nous, on vous exprime chacun bah, nos façons de voir les choses. Donc, Puis je pense, enfin, pour revenir à un peu ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire, bah, il y a un ensemble d'idéaux qui circulent dans les réseaux alternatifs. Et on peut être aussi tenté, alors c'est très humain, hein, de se raccrocher, alors déjà pour des questions de valorisation sociale, c'est-à-dire que le fait de s'insérer dans cet idéal-là, on sait que on sera globalement, on sera valorisé, accepté euh, en ayant dans ce type de réseau. Et un autre aspect, c'est que tout simplement, ça nous rassure. Voilà. On a quelque chose de prêt à utiliser, entre guillemets. Alors, je pense faut bah, pas avoir peut-être peur de peut, s'avouer paumé, quoi. Il y a des moments, ouais. Peut-être on qu'on sait peut pas. donner des exemples Oui, dans le exactement. milieu alternatif. Il y a aussi beaucoup parfois de violences en fait qui peuvent être des normes qui sont en réaction avec les normes sociales actuelles. Je sais pas, tu as un exemple qui te vient en tête Euh, ouais, qu'est-ce qu'on a le rejet de l'argent par exemple.
Ah oui, le bah, fait ça, ouais, de... avoir là pour un sujet polémique, ça Voilà. c'est pas mal là. Là, je crois qu'on oui, là. De se dire, bah voilà, l'argent c'est sale, donc du coup j'en veux pas, etc. Alors que bah, on peut le considérer juste comme un moyen d'échange et un moyen de faire des choses. Et voilà, sans forcément diaboliser ça. Voilà, tout est une question, je pense, d'équilibre, hein. Enfin, encore une fois, ça c'est les philosophies orientales qui nous apportent ça. C'est une vie bien vécue, c'est une question d'équilibre entre bah, une activité professionnelle, une activité du temps pour soi, du temps pour sa famille. Enfin, tout est souvent question d'équilibre. Et puis, les choses sont en mouvement aussi. Il n'y a pas une situation enviable à un moment de sa vie qui pourrait perdurer comme ça toute sa vie et qui nous conviendrait toute notre vie, mais juste, voilà, on s'adapte en marchant, on ajuste les choses. Hmm. Ben ouais, après, ouais, l'argent, voilà, vaste sujet. Bon, je voulais juste Euh, montrer un exemple que ouais, non, parfois, en fait, mais c'est un sujet très intéressant, mais c'est vrai que moi-même, rien qu'à en parler, je sens ma réticence intérieure parce que c'est un sujet sur lequel il y a des réactions qui sont tellement virulentes, souvent sur les réseaux que, waouh, moi-même, je veux dire, dans le milieu de la perma, je sais bien il y a beaucoup de personnes qui s'expriment pas publiquement sur ce sujet-là pour pas se prendre un backlash, pour pas se prendre un retour de bâton très très virulent, quoi. C'est vrai que Mm. Ouais, parce que pour créer aussi une communauté, pour se sentir intégré dans une communauté qui est en réponse à une communauté, enfin voilà, aux la normes sociales culture, dominantes, oui. ouais, voilà, eh bien, il y a toujours la tentation vraiment d'avoir finalement des principes qui vont être en contradiction, mais Bah, qui qui sont seront... juste polarisés dans le sens inverse des normes sociales dominantes. Voilà, tout à fait, et qui seront aussi violents en fait. Donc, je pense que là encore, on peut se dire, ah ouais, le milieu, bah, de la permaculture, mais ça peut être autre chose. Oui. Voilà, tout ce qui se veut en réaction par rapport aux normes sociales. Je m'identifie à ça, mais voilà, est-ce qu'on prend tout? Encore une Puis, fois, c'est le discernement, enfin, c'est... même dans les milieux, enfin, dans toute personne, y compris dans les milieux alternatifs, voit un peu midi à sa porte, et chacun a son propre grille d'analyse et ses propres grilles de valeurs. Tu vois, enfin, par exemple, dans les milieux alternatifs, je sais très bien, personne ne peut répondre à la totalité des injonctions qui sont présentes. Enfin, Mm, il y a un cahier des charges qui est tellement long que c'est c'est impossible, quoi. Il faudrait être sans argent, vegan, en totale autonomie, mm. sans en communication non violente, en éducation alternative de ses enfants hors du système éducatif. Enfin bref, je ne vais Ouais, pas faire toute la liste, mais c'est c'est impossible impossible. quoi, de répondre à la totalité Mm. des normes ou des injonctions qui circulent, quoi. Et puis encore une fois, tu le dis bien, c'est des injonctions, donc ça correspond pas forcément à ce que nous on a envie, et puis nos envies peuvent évoluer aussi, donc voilà, je pense qu'il y a à prendre Mm. et puis à mettre de côté aussi, Ouais, puis bon, on mais peut pas être sur tous les fronts à la fois, hein, mm, il y a des... De toute façon, je dirais, faut aller vers ce qui nous donne envie, ce qui nous donne de la joie, et ça sera jamais tous les volets de la vie en bloc. Là, pour nous, ça a beaucoup été l'activité professionnelle et l'habitat, pour nous. Puis, mm, bah, il y a certainement d'autres volets de notre vie sur lesquels on va être plus amené dans les années à venir. On aura plus l'élan de s'investir et de nous questionner et de changer dans d'autres aspects de notre vie par la suite, quoi. Mais, mm. Chaque chose en son temps, oui. enfin, est-ce que ça vous amène d'autres réflexions, d'autres retours d'expérience non. Ah, le public est timide. Ouais. Euh, euh, je reprends mes notes. Mm. Ouais, moi j'avais noté aussi s'alléger en fait. C'est vrai que souvent on a tendance à ajouter des choses dans notre vie,
à se dire, tiens, il faudrait que je prenne telle habitude, etc. Mais en fait, s'alléger aussi, par exemple, arrêter de faire certaines choses parce que Mm. c'est plus simple pour nous. Bah, cet été, par exemple, nous, on a décidé de ne pas partir en vacances, de rester à la maison. Bah, parce qu'avec les deux enfants, voilà, ça faisait... c'est beaucoup de préoccupations, de faire Logistique. les... Voilà, en termes de logistique, c'est compliqué. Donc on s'est dit, bah, finalement, en fait, on n'a pas besoin de partir en vacances. On peut très bien faire des trucs à côté de chez nous. Et puis c'était super. De s'alléger, de simplifier la vie aussi, de Mm. penser à qu'est-ce qu'on peut arrêter de faire, Ouais. qu'est-ce qu'on peut arrêter de... Voilà, ça peut être arrêter d'acheter, ça peut être arrêter de faire certaines choses qui nous prennent du temps, puis qui finalement sont pas forcément importantes pour nous. Enfin, voilà, c'est aussi... on a souvent tendance à ajouter, à se dire il Mm. faudrait que j'ai plus de Mm. connaissances, Mm. plus de matériel, plus de choses. Et puis bah finalement, des fois, c'est en faisant moins que qu'on arrive à notre objectif et à se satisfaire de choses en ayant moins de choses. Voilà, c'est Mm. abstrait. Mais s'alléger, voilà, s'alléger, ça peut être dans C'est... tous les domaines, finalement. Ouais. En termes de temps, de dépenses énergétiques, financières, etc., etc., quoi. Ouais. Bah, enfin, ça fait un parallèle assez évident avec la mode du minimalisme, hein, mais c'est vrai que le minimalisme, ça peut être aussi une méthode, une approche qui vient complément, qui, je pense, est fortement complémentaire avec ce qu'on va voir en permaculture ou autre. Euh, Comment est-ce qu'on peut faire plus simple? Ouais, faire plus simple, s'alléger. Et parce que souvent, moi, je suis assez frappé par, enfin, assez régulièrement par des porteurs de projets qui viennent me voir pour du conseil. Leur idéal, il est hyper complexe. Vraiment, enfin, ils veulent faire du gîte, ils veulent faire de l'hébergement en plein air, ils veulent faire une activité agricole, ils veulent faire de la transformation agricole, faire de la formation, ils veulent faire un habitat autonome, ils veulent faire un potager, ils veulent faire un poulailler, ils veulent faire... Enfin, bref, je vous fais pas toute la liste, mais c'est énorme. Euh, bon. Et bon, déjà, bon, il y a la question de phasage et tous les éléments qu'on a déjà expliqués, mais enfin, souvent je me questionne aussi sur, mais euh, quelle est la partie du projet qui va réellement être épanouissante pour eux? Euh, Parce que, enfin, j'ai toujours un certain doute sur le fait que toutes les activités qu'ils envisagent vont réellement les satisfaire, réellement les être épanouissantes, avec autant de pression mise sur leur épaule. Ouais, très bien. Il y a Renaud Bertrand qui nous dit j'en connais un autre. Je pense qu'il parle de lui. Donc c'est Renaud, c'est un ami qui a une ferme et qui a plein de choses, qui est paysan boulanger, et qui a énormément de choses dans sa ferme, énormément de projets, énormément. Voilà, il est toujours enthousiaste sur plein de choses et toujours à lancer 15 000 projets en même temps, hein. Et donc du coup, voilà, forcément des fois on se laisse un peu déborder par tout ça et voilà, ça peut être étouffant, je pense. Ouais. Bon, j'ai le micro qui est allumé là. Allez, Ah, Bon, salut les copains. salut. salut. Bon, bah, super, merci à vous, hein. Bah, ouais, je suis dans cette dynamique-là d'être débordé, d'être dans la spirale qui est pas forcément vertueuse. Donc là, je suis dans une envie de changement par rapport à ma vie. Donc, je me réinterroge. Il y a 5 ans, j'ai eu l'opportunité de créer une ferme. Et puis, bah, aujourd'hui, je suis dans une envie de changer parce que c'est beaucoup trop lourd pour moi. Donc, l'idée, c'est de ne pas lâcher ça et d'être dans une continuité, de pouvoir bien transmettre ce projet. Voilà, bah, donc c'est intéressant là de prendre le temps de vous écouter, de comprendre les choses aussi pour moi, d'aller chercher à l'intérieur aussi des réponses. Voilà, bah, c'était un petit commentaire au passage. Et puis, mais je suis entièrement d'accord avec vous, il faut faire attention de ne pas trop charger la mule.
parce que derrière, on n'a plus de temps. Comme tu disais tout à l'heure, Liv, il faut aussi du temps pour la famille, il faut du temps pour la famille, pour du temps pour soi aussi. Et donc, je n'ai plus du tout de temps. Je suis dans une spirale et donc je n'arrive même plus, alors que c'est un projet collectif, à être dans suffisamment d'écoute et d'empathie parce que moi-même dans le rouge. Et donc, on voit bien aussi par rapport à ça, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'être avec les autres quand on n'a pas de temps pour soi. Donc, faut pas s'oublier dans l'affaire, quoi. Donc, c'est pas simple parce que j'ai des obligations et que j'ai vu le truc un peu trop gros, quoi. Même si, quand même, dans la dynamique du projet, de la construction de la ferme, on arrive quand même au bout de 5 ans, à la fin de l'installation, mais c'est quand même 5 années qui m'ont bien brûlé les ailes, quoi. Donc, voilà. Et puis, je voulais vous remercier aussi, de m'avoir accompagné dans ce projet. Et puis, que vous soyez mes amis et que vous soyez toujours, proches, de moi, de Mm. nous. Merci Renaud. Puis, enfin, quelque chose que j'aime bien répéter, parce que ça me semble vraiment essentiel, c'est que quand on parle de permaculture ou d'alternative en général, euh, c'est pas un idéal de perfection qu'on cherche à atteindre. Il n'y a pas un idéal parfait comme ça qu'on va atteindre, et puis ça y est, pouf, après, on sera tranquille et on sera dans une forme comme ça d'idéal et de perfection qui va perdurer indéfiniment et ça sera magique. Ben non, c'est pas ça la vie. La permaculture, c'est une démarche. C'est quelque chose qui est jamais terminé. C'est juste, ça nous donne juste un cadre, une perspective à la fois philosophique, à la fois politique, à la fois personnelle, pour envisager l'avenir. Euh, mais c'est pas comme s'il y avait une sorte de perfection comme ça qu'on va atteindre et ça correspond juste pas à la réalité. Mm. Et c'est foutre énormément de pression quoi, que de se représenter ça. Et puis, c'est vrai que ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans notre culture en France, comme souvent dans les cultures latines en général, il y a un certain sens de l'honneur qui est associé au fait de réussir ses projets, en particulier les projets professionnels. Voilà, c'est assez propre à notre culture, hein, toutes les cultures n'ont pas cette approche-là. Euh, mais donc, le fait que, du coup, on se met assez facilement énormément de pression au niveau de nos projets professionnels, et on se met énormément de pression sur le fait de réussir les projets professionnels, ou du moins d'en donner l'apparence. Mm. Parce que si on n'y arrive pas, si on galère, si on est en échec, eh ben on le vit comme un déshonneur. C'est pas évident de prendre du recul par rapport à ça, puisque c'est très ancré dans notre culture. Mais je pense qu'au moins, ça fait du bien de le dire, Mm. et pouvoir poser le fait que c'est pas la fin du monde si on galère. Que si on vit un échec, que si on se rend Ouais. compte qu'on s'est planté, et qu'on part rire. Mais en plus, ça veut dire quoi, s'être planté? Enfin, moi, je me souviens, en 2013, j'ai créé une entreprise. Et honnêtement, avec le recul, ça aurait jamais pu marcher la manière dont je m'y suis prise. Mais en même temps, j'ai kiffé cette période-là. J'adorais bosser là-dessus. Et puis, j'ai appris plein de trucs. Et voilà, je le referais, même si c'était à refaire, je le referais pareil. Et voilà, de toute façon, je pouvais le faire que comme ça à l'époque, avec mes connaissances, avec tout ça. Mais voilà, j'ai appris plein de choses. Pour moi, c'est pas un Mm. échec, c'est une expérience. Voilà, et puis après, faut avoir confiance aussi en soi, de se dire, bah, on va rebondir, on va trouver des solutions. Il y a des gens qui nous tendent la main si on est voilà, en galère. Enfin, voilà, faut faire confiance en la vie. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime répéter parce que bah, on a toujours peur, en fait, on veut des Mm. garanties, mais Mm. on peut pas en avoir. La vie, c'est une aventure aussi, il faut la vivre comme ça, et c'est comme ça que qu'on aura une vie riche et pleine de sens aussi. C'est en se disant, bah voilà, on se lance, on se jette à l'eau, et puis on verra, et puis Mm. on va se créer des opportunités, quoi. Ouais. C'est obligé, ça marche comme ça. Et je pense que si on a tendance à trop associer les notions d'intensité et de rapidité. Euh, de façon générale, si on aspire à un changement de vie, c'est qu'on aspire à une certaine intensité, une intensité de lien, une intensité de relation aux autres vivants, de relation avec un environnement donné.
Et dans notre culture, on associe beaucoup les notions d'intensité, les notions de rapidité. En fait, on se dit par contrario que souvent, si les choses sont lentes, bah, ça va être ennuyeux, ça va être mou, ça va être gris. Alors qu'en fait, je pense qu'on est à côté de la plaque. On peut tout à fait marier les deux en réalité. On peut avoir une lenteur joyeuse, une lenteur qui est intense dans la relation. Mm. Est-ce qu'on conclut là-dessus? Peut-être il y a des réactions, peut-être que quelqu'un veut intervenir? Moi, j'ai une question. Oui. Bon, déjà, tout ce que vous avez dit, c'est extrêmement parlant pour moi. C'est essentiel, enfin, ça me parle vraiment. Euh, et je pense que c'est très important. Ce que j'ai retenu là, c'est le changement de vie, en fait, c'est trouver en fait ce qui nous apporte de la joie. Euh, c'est une question peut-être un peu, je sais pas, difficile ou bizarre, mais comment on sait qu'est-ce qui nous apporte de la joie? Hmm. Hmm. Je pense. Ouais, vas-y, réponds, puis je répondrai après. Enfin, je dirais que c'est pas intellectuel. On- c'est ce qu'on ressent, quoi. C'est cette sensation qui est très physique, hein. Mm. C'est que ça s'ouvre. Ok, on le sent dans sa poitrine que ça s'ouvre. D'accord? C'est pas un process de ah oui, parce que machin et truc et telle considération sociétale et machin, que oui, c'est ce qu'il faut. Non, c'est pas ça. D'accord? C'est vraiment. C'est une sensation qui est physique. De ah, on a envie d'y être, ça accélère notre pouls cardiaque. Ça s'ouvre à l'intérieur. Mm. On sent beaucoup plus spacieux. Voilà. Pour moi, c'est Ouais, ça. bah c'est ça, puis En fait, j'ai déjà eu des, comment dire, des activités ou des passages dans ma vie où j'ai eu énormément d'énergie à faire les choses et, euh, et je pense du coup de la joie. Aujourd'hui, j'ai énormément de mal à retrouver ça. Hmm. mm. Ça, je pense que ça se cultive aussi la joie. Et je sais pas si vous avez vu, mais quand Joris parlait, moi je suis d'accord avec lui, on s'est pas concerté avant, mais je suis d'accord avec lui sur sa définition. C'est très corporel et il a dit, voilà, ça vient d'ici. En fait, je pense que physiquement, en fait, on sent quelque chose au niveau du cœur et que ça peut aussi se cultiver, la joie. C'est-à-dire, c'est prendre le temps de ressentir, ça peut être, voilà, la visualisation, c'est quelque chose qui marche bien en fait. C'est trouver une situation dans laquelle on a vraiment ressenti de la joie, c'était vraiment super pour nous, se remémorer la situation, voilà, quelle température il faisait, avec qui on était, écouter les sons, voilà, visualiser en fait en vraiment en 3D Ouais. euh, tout notre environnement, puis se recentrer sur soi, qu'est-ce qu'on ressentait au fond de nous, et garder ce sentiment en fait, et y penser régulièrement, et quand on vit des moments de joie, c'est faire perdurer en fait ces moments de joie en y repensant. Je pense que aussi notre vie elle est composée de ce de quoi on se nourrit. Si on regarde les infos toute la journée, forcément, on va avoir de grandes chances d'être déprimé. Par contre, c'est vrai que si on se nourrit de cette joie et que au début, on en a un petit peu parce qu'on vit quelques moments, voilà, Hmm. qui sont importants, mais ça peut être des moments qui sont le sourire d'un ami, d'un enfant, ça peut être voilà, l'interaction avec un animal ou je sais pas, enfin, des choses qui peuvent être, on va dire, assez furtive en fait au niveau du temps, mais de le faire grandir en nous et Hmm. je pense que ça c'est Hmm. essentiel en fait, Hmm. c'est vraiment important, hein. Alors, après, pour trouver ce qui va nous donner de la joie, bon, j'ai déjà un peu évoqué ça, mais je vais en remettre une couche hein, avec le fait de se frotter au réel. Et heureusement, maintenant, il y a quand même beaucoup de façons de le faire.
les visites de sites, les woofings, les reportages divers et variés. Et maintenant, Dieu sait si on a des reportages maintenant. Et je veux dire, le nombre de documentaires sur des alternatives, c'est complètement démultiplié ces dernières années. Et c'est super. Donc des chantiers participatifs, etc. Il y a plein de façons de faire ça. Et dans le même temps, et ça va un peu dans la continuité aussi de ce que tu disais, c'est aussi reboucler sur nous, notre passé. Où est-ce qu'on s'est senti bien? Où est-ce qu'on s'est senti libre? Où est-ce qu'on s'est senti nous-mêmes? Voilà. Et parfois, il faut remonter un peu loin. Si je reprends mon exemple, voilà, moi quand j'étais gosse, c'était un de mes grands plaisirs dans la vie, c'était être naturaliste amateur, voilà, avec mes petits moyens de l'époque. Récolter des grenouilles, aller trouver faire une collection de moustiques, ce genre de choses, l'élevage d'escargots, voilà, c'était des grandes passions de l'époque. Et en fait, clairement, avec la permaculture, plus de 15 ans après, j'ai rebouclé avec ça. Chose que j'avais, enfin, ce contact très spontané avec la nature, je l'avais très largement perdu, quoi. Avec le parcours classique d'études, collège, lycée, études sup, machin. Bref, je l'avais complètement passé. C'était quelque chose que j'avais complètement perdu. Et finalement, c'est de façon, enfin, il est complètement inattendu et non programmé. C'est avec les premiers stages que j'ai fait en permaculture que j'ai rebouclé avec ça, rebouclé avec ces sensations enfant, de contact à la nature et de recontact avec cette évidence. Merci. Merci Thomas. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, questions, commentaires? Non. On va peut-être conclure Ouais. du coup. Moi, je voulais vous faire part, du coup, donc j'ai parlé de mon livre Ta nouvelle vie commence ici. Donc cet été, j'ai écrit ce livre-là. Il est en pré-vente sur Ulule, si ça vous intéresse. Donc vous pouvez aller consulter la page. C'est ulule.com/ta nouvelle vie/ voilà, ou sinon j'ai un site internet, c'est tanouvellevie.com. Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Ouais, puis là, le samedi 11 décembre, et c'est une toute première, on va faire une journée en présentiel, animée tous les deux. On n'avait jamais fait un truc de ce type-là, jusque-là dans mon activité. À la maison. Voilà, à la maison, au coin du feu. Donc une journée qu'on a appelée Demain, votre habitat, votre vie. Voilà, parce que, bon, certes, j'ai fait beaucoup de contenu, ouais, de vidéos, de webinaires, de livres, sur des aspects très pratico-pratiques liés à l'habitat, voilà, sur des volets techniques, des volets juridiques et machin. Mais je pense que, et justement, je pense que c'est tout aussi important de donner de la place aussi à des espaces où les gens peuvent venir avec leurs interrogations, leurs questionnements, le fait qu'ils sont paumés, le fait qu'ils savent pas où aller, les questionnements perso, mais aussi des questionnements finalement qui sont des questionnements qui dépassent leur propre personne, qui sont des questionnements philosophiques, qui sont des questionnements sociétaux. C'est un petit peu en fait ce qu'on a fait là, mais avec des choses concrètes aussi. Donc il y a chantier participatif. Mettre la main à la pâte, il y a de quoi faire, il y a des petits boulots à faire. Voilà, après il y a des jeux de cartes qu'on fait ensemble pour interagir. Il y a aussi beaucoup d'échanges, de discussions. Puis c'est se retrouver aussi. C'est vrai que ça nous faisait envie de se retrouver, toi de retrouver ton public. Moi j'avais aussi envie aussi de participer à ça. Donc voilà, on se réjouit d'accueillir quelques personnes à la maison donc le 11 décembre. Ouais, puis bon, il y aura certainement d'autres éditions par la suite, hein, du reste. Pour ça. Bon. Et puis bon, probablement d'autres webinaires aussi dans cette même veine à venir. D'ailleurs, dans les semaines prochaines, je compte mener aussi sur ma chaîne YouTube Atelier Fertile
En plus, en continuant ce genre de contenu que je faisais déjà, mais en mettant en plus un nouveau type de contenu qui est des contenus type podcast. Ça s'appellera les causeries de l'atelier fertile, où je vais parler de sujets de réflexion de fond, de réflexion de mode de vie, réflexion sur l'actualité, voilà, dans ce genre de veine-là. Ben, merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce webinaire jusqu'au bout. Et puis ça a été un plaisir pour nous, même si vous avez été un peu timide, mais d'échanger. En tout cas, j'espère que ça vous donnera des pistes et puis voilà, l'élan pour vos projets. Et puis ben, on se retrouve une prochaine fois avec grand plaisir. Merci à vous tous. Merci. Ciao.